Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de Jujutsu Kaisen. Alors oui, effectivement, et dernièrement, j'ai pondu une vidéo assez salée sur le naufrage industriel qu'est Jujutsu Kaisen. C'était un véritable carnage en vidéo, mais vous le savez, tout ça, c'était qu'un échauffement au final, parce qu'aujourd'hui, on ne va plus juste parler de la série en général, non. Aujourd'hui, on va ouvrir les portes de l'abattoir, et on va faire passer un par un tous les personnages de ce manga à la broyeuse. Donc cette vidéo sera plus ciblée, plus venimeuse, encore plus personnelle, plus rien pour sauver les meubles. On va tout raser jusqu'aux fondations. On va commencer doucement, avec les personnages les moins misérables du lot, histoire de se chauffer, puis lentement et méthodiquement, on va s'enfoncer dans la fange, dans la poussière, dans la boue, pour disséquer les pires personnages que ce manga ait jamais produit. Personne n'échappera au massacre. Gojo, Sukuna, Mahito, ce foutu panda éclaté, Megumi, Yuji, Maki... tous vont passer sous la lame de ma guillotine. Aucun survivant et pas de prisonnier. Parce que pendant des années, vous êtes venus me harceler, me supplier, m'implorer dans les commentaires de pulvériser cette œuvre comme il se devait. Et aujourd'hui, c'est vous qui allez trinquer. Donc prenez une chaise, serrez les dents et préparez-vous à une longue et cruelle séance de démolition. Alors sans plus attendre, c'est parti. On va commencer avec les meilleurs, ou plutôt les moins mauvais, pour petit à petit, descendre dans l'abysse de la médiocrité, tout en pointant du doigt tout ce qui aurait pu être amélioré. Alors sans plus attendre, c'est parti. On va commencer, oui, on va le dire, avec le meilleur personnage, pas de surprise, Satoru Gojo. S'il y a bien un perso qui fonctionne bien du début à la fin, c'est lui. Il est charismatique, complexe, fascinant. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre, c'est le personnage qui ressort de Jujutsu Kaisen. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il a une bonne relation avec l'ensemble du cast et une tragédie qui donne du poids à son parcours. Tout le monde sait que Gojo, c'est le plus fort et c'est précisément ce qui le rend si intéressant. Être au sommet, là, isolé, un peu en mode Saitama. Il aurait voulu un monde meilleur pour la génération suivante, mais son propre pouvoir, sa propre puissance, l'a rendu incapable, finalement, de parvenir à ça. Son destin, celui d'un homme condamné à marcher seul, est relativement puissant et bien écrit. Voilà. Maintenant, il y avait clairement moyen de le rendre meilleur, ce Gojo. Déjà, il n'y a pas vraiment d'évolution de personnage. Gojo est cohérent, mais il reste prisonnier de son statut de personnage fixe. Gojo, c'est un peu le parangon. C'est-à-dire que, il est là pour aider les autres personnages à évoluer, mais lui-même n'évolue pas. Il commence comme étant l'homme le plus fort, et finit comme l'homme le plus fort. Sa défaite contre Sukuna est marquante, mais il manque une vraie prise de conscience chez ce personnage qui aurait renforcé son arc narratif. Sa mort d'ailleurs est frustrante, j'en ai parlé un peu avant dans la vidéo. Son combat est épique certes, mais sa disparition, sa mort est un peu expédiée. Il n'a même pas vraiment droit à un dernier message pour ses élèves et ça affaiblit clairement son impact émotionnel, en tout cas l'impact émotionnel de sa mort. Ensuite, on passe au deuxième personnage le mieux écrit du Jujutsu Kaisen, Mahito, qui est clairement le meilleur antagoniste de ce manga. Et pour moi, il n'y a pas à discuter. Contrairement à Sukuna, qui est beaucoup plus distant et beaucoup plus énigmatique, Mahito est une menace immédiate et terrifiante. Un monstre qui évolue sous nos yeux et dont la seule motivation est de s'amuser en torturant les humains. Il représente le chaos pur et ça en fait un adversaire parfait pour Yuji. Chaque affrontement entre eux est un combat d'idéologie. C'est ça qui est intéressant, j'ai envie de dire c'est ça qui m'intéressait, c'est un peu le côté Hunter x Hunter de Jujutsu Kaisen justement, et là où Yuji croit en la rédemption et en l'humanité, Mahito montre que certaines choses sont irrémédiablement maléfiques. Et leur dernier combat est satisfaisant, car ils bouclent leur rivalité de façon brutale et définitive. Mais encore une fois, il y avait moyen de rendre ça mieux, puisque son rôle s'arrête trop tôt, puisque après son combat final, Mahito disparaît du récit, et il manque une transition plus marquante vers l'arc final. Et il aurait été intéressant de voir son influence sur les personnages et sur le reste de l'univers du Jujutsu Kaisen, même après sa mort, mais ça n'a pas été fait. Ensuite, on va parler de Toji Fushiguro, qui est donc un monstre de charisme et d'efficacité narrative. C'est un personnage qui impose une présence écrasante, même avec un temps d'écran et un temps de chapitre, puisque là il s'agira surtout du manga, assez limité. Il est fascinant, car il est l'antithèse de Gojo, un homme sans énergie occulte qui détruit tout sur son passage grâce à sa force pure et son instinct meurtrier. Et le voir humilier Gojo et bouleverser la hiérarchie de la puissance dans Jujutsu Kaisen, c'est l'un des moments les plus marquants du manga, justement. Son combat final contre Megumi est également poignant, car il montre une ultime lueur d'humanité chez lui. Mais bon, ce qui aurait pu être mieux, et ça c'est un gros problème je trouve d'ailleurs, c'est pour ça que pour moi, il était évident que ce n'était pas Togashi derrière Jujutsu Kaisen, c'est son manque de profondeur psychologique, et bon, vous l'aurez compris, c'est un peu le cas de pas mal de méchants dans Jujutsu Kaisen, et c'est pour ça que pour moi, évidemment que c'est pas Togashi, parce que Togashi, que ce soit dans Yu Yu Hakusho ou dans Hunter x Hunter, pour moi, sa marque de fabrique, c'est même pas tant un système de magie bien écrit, parce qu'après tout, dans Yu Yu Hakusho, le système de magie, il est quasiment inexistant. Non. Pour moi, la marque de fabrique de Togashi, c'est des méchants stylés, humains et bien écrits. Ce qui n'est pas forcément le cas dans Jujutsu Kaisen. Quoi qu'il en soit, Toji
reste fascinant, mais il reste un personnage fonctionnel plutôt qu'un vrai protagoniste. Il aurait été intéressant de mieux explorer sa vision du monde, sa psychologie et ses regrets. Maintenant, on va passer à Nanami Kento, un personnage dont chaque apparition est un plaisir, puisqu'il représente une forme de stabilité dans un monde chaotique, et son professionnalisme et son code moral en font un mentor parfait pour Yuji. Il apporte d'ailleurs une touche adulte qui manque souvent dans les shonen, et souvent dans Jujutsu Kaisen, hein, voilà, soit dit en passant. Et sa relation avec Yuji est l'un des cœurs en termes d'émotion du manga. Sa mort est brutale, injuste et poignante, et ça renforce encore plus son impact. Il incarne un peu la tragédie de l'homme qui veut juste bien faire, dans un monde complètement pourri. Cela étant dit, sa mort, bien que marquante, aurait pu être plus héroïque. Il est littéralement coupé en deux, sans avoir même le temps de dire un vrai dernier mot d'adieu. Ça m'a presque fait penser à la mort de Snoke. Donc voilà. C'est pas une comparaison positive, ça c'est certain. Bon, maintenant parlons de Takaba Fumihiko. Et si on m'avait dit que le personnage comique du manga serait l'un des plus marquants de la fin de l'histoire, bah je l'aurais certainement pas cru. Pourtant, Takaba est un ovni narratif assez génial. Son pouvoir absurde lui permet de ridiculiser Sukuna. C'est une bouffée d'air frais dans un manga qui devenait peut-être un peu trop sérieux. Et ce qui rend Takaba si spécial, c'est qu'il incarne la créativité de Gege Akutami. Là où beaucoup de personnages sont des archétypes classiques, Takaba est totalement imprévisible. Bon, cela étant dit, ce qui aurait pu être mieux avec ce personnage, c'est qu'il ait un rôle plus central dans la conclusion. Son passage avec Sukuna était excellent, mais bon, après ça, il est complètement mis de côté, et il aurait pu clairement jouer un rôle plus décisif dans la résolution finale du manga. Ensuite, bon, on parlait de Sukuna depuis tout à l'heure, bah, parlons un peu de lui. C'est un personnage frustrant. Sur le papier, il a tout pour être un antagoniste légendaire, mais en pratique, il souffre d'un manque de profondeur et d'explication. J'en ai un peu parlé, hein. J'en ai un peu parlé précédemment. Pour moi, c'est la raison pour laquelle ça ne pouvait pas être Togashi, l'auteur de Jujutsu Kaisen, puisque dès le début, il est présenté comme une menace suprême, une force inarrêtable, qui agit selon son bon plaisir, mais au fur et à mesure que l'histoire avance, bah, on n'en apprend jamais vraiment assez sur lui. Sa psychologie, ses motivations, son passé, bah tout ça, ça reste un peu trop flou. Sa relation avec Yuji, pourtant pleine de potentiel, n'aboutit à aucun vrai face-à-face psychologique. L'idée qu'il puisse avoir une once d'humanité refoulée est intéressante, mais elle arrive trop tard, sans le développement nécessaire qu'il aurait fallu avoir. Et clairement, moi, ce que j'attendais de Sukuna, c'est un développement psychologique plus profond. On ne sait toujours pas ce qui l'a vraiment poussé à devenir un monstre. Une vraie exploration de son passé aurait fait de lui un antagoniste inoubliable. Et même sa défaite aurait dû être plus marquante. Il se fait tuer par Yuji et Yuta, mais sans un dernier moment de réflexion qui aurait bouclé son arc narratif. Et maintenant, on va passer au dernier personnage qui fait partie du groupe des persos qui sont relativement pas trop mal écrits. On va parler de Yuji Itadori. Alors, Yuji, bah, c'est probablement le personnage le plus difficile à analyser dans Jujutsu Kaisen. Il est à la fois l'élément central du récit et paradoxalement celui qui semble être le moins mis en avant en termes de développement personnel. Au fil de l'histoire, il est aussi entre figure tragique, moteur du récit et simple instrument du destin, ce qui rend son écriture à la fois fascinante mais surtout frustrante. Alors dès le début, voilà, Yuji, c'est pas un génie du combat comme Gojo, c'est pas un intellectuel manipulateur comme Kenjaku, non, il est humain. Il cherche pas à être un héros, il veut simplement que les gens meurent avec dignité. Bon, c'est un principe inspiré par son grand-père, ça devient sa boussole morale et ça justifie tout ce qu'il fait. Là où d'autres protagonistes veulent sauver le monde, devenir plus fort, devenir le Hokage, devenir le roi des pirates, le maître Pokémon, bah Yuji veut juste assurer aux autres une mort juste et respectueuse. C'est une motivation sympathique et ça le distingue immédiatement de la plupart des autres héros de shonen. Et au-delà de ça, puisqu'on parle des qualités du personnage, il est souvent décrit, le Yuji, comme une pièce dans l'engrenage, un élément du système qui permet au monde d'évoluer, mais qui lui, reste interchangeable et sacrifiable. Et contrairement à Gojo, qui est trop puissant pour s'intégrer pleinement au monde de Jujutsu Kaisen, et à Megumi, qui est tiraillé entre son héritage et sa liberté, Yuji est un personnage qui n'a jamais vraiment eu d'importance aux yeux des autres. Et ce qui rend son combat contre Sukuna si poignant, c'est qu'il ne se bat pas pour un idéal personnel, mais simplement parce qu'il doit être celui qui met fin au cycle de souffrance. Il n'a pas de destinée grandiose et pourtant, c'est lui qui porte le plus le poids émotionnel et narratif du manga. Cela étant dit, n'oubliez pas que je suis quand même Yaji Legri. Malgré toutes ses qualités, Yuji souffre de gros problèmes d'écriture. Ironiquement, son plus grand défaut, c'est son manque de place dans sa propre histoire. Déjà, le souci de Yuji, c'est qu'il a un rôle de réceptacle narratif. Il absorbe les idées et les émotions de tous les autres personnages, tels que Megumi, Sukuna, Gojo, Maito, Nanami, sans jamais vraiment les confronter. C'est un miroir, Yuji, et c'est intéressant d'un point de vue thématique, mais ça signifie surtout que son développement personnel reste flou, il évolue, mais souvent par réaction aux événements, plutôt que par une réelle prise de décision. Et l'un des plus gros problèmes de son écriture, c'est l'absence totale de confrontation avec Kenjaku. Jujutsu Kaisen insiste pourtant sur le fait que le passé reste secondaire, mais pour Yuji c'est une erreur. Kenjaku est la clé de son existence. Il est celui qui l'a conçu, entre guillemets, qui a défini son rôle dans le plan global. Et ne jamais avoir donné à Yuji un véritable face-à-face avec lui, c'est une énorme occasion manquée. Même une simple discussion aurait pu renforcer son parcours et donner plus d'impact à son combat final. En plus de ça, sa relation avec Sukuna est vraiment sous-exploitée. La dynamique entre ces deux personnages, c'est-à-dire Yuji et Sukuna, c'est frustrant. Là où Maito et Yuji avaient une relation vraiment assez bien écrite, en tout cas forte,
Sukuna ne semble jamais vraiment réellement concerné par Yuji. Et c'est un énorme problème, car le récit nous pousse à voir Sukuna comme l'ennemi ultime de Yuji, alors qu'en réalité, il ne lui accorde même pas d'importance, il lui donne même pas l'heure dans la rue. À la fin, Sukuna reconnaît vaguement la valeur de Yuji, mais il n'y a pas vraiment de réelle tension émotionnelle entre eux. Puisqu'un combat final, quand même, ça doit être un affrontement d'idéaux, autant que de simples coups échangés. Mais ici, ça manque d'enjeu émotionnel. Yuji aurait dû confronter Sukuna sur ce qu'il représente, c'est-à-dire l'abandon de l'humanité, la solitude absolue, la négation des liens entre les gens, enfin voilà. Mais le combat reste trop mécanique, manquant de punch sur le plan narratif. Et donc voilà, Yuji Itadori, c'est un protagoniste sympathique sur le plan thématique, mais frustrant sur le plan narratif. Son rôle de pilier du récit est relativement maîtrisé, et son développement personnel manque parfois de conflits actifs, et en réalité parfois, je veux dire souvent. Il y a un manque de confrontation avec les ennemis majeurs de ce perso, c'est-à-dire Kenjaku et Sukuna, et il a un rôle trop passif. Après, il reste quand même un minimum cohérent, ce personnage, avec le monde que Gegakutami a construit, donc c'est pas le pire, le Yuji, c'est pas le pire, c'est pour ça que je le place vraiment au début de cette liste, parce que là, je vous le dis, on n'est qu'au début. Puisque là, on va maintenant parler des personnages bien écrits en théorie, mais qui sont totalement traités par-dessus la jambe, de manière trop expéditive et surtout frustrante. Bon allez, on commence cette nouvelle partie avec Kenjaku. Alors, Kenjaku, c'est le cerveau derrière tout le chaos de Jujutsu Kaisen. C'est un antagoniste manipulateur, méthodique, et motivé uniquement par la curiosité. Et de ce fait, il aurait pu être l'un des plus grands cerveaux machiavéliques du manga. Mais malgré son immense potentiel, son traitement en tant que personnage, ça laisse perplexe. Bon déjà, ce qui fonctionne bien avec le perso, c'est que il est relativement fascinant puisque Kenjaku n'a pas de véritable attachement émotionnel, ce qui le rend difficile à cerner et donc très imprévisible. Et au-delà de ça, contrairement à d'autres antagonistes de shonen, il ne cherche ni la puissance ni la domination, il veut juste voir jusqu'où l'humanité peut aller. Et c'est une motivation vraiment assez rafraîchissante. Et en plus, c'est l'un des seuls personnages capables de manipuler les barrières, de voyager entre les dimensions et de transformer les humains en objets maudits. Il est donc, en termes de compétences, l'un des plus puissants du manga. C'est sympa. Par contre, ce qui fonctionne pas, et il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas chez ce perso, c'est que déjà, un défaut qui est partagé par pas mal de persos malheureusement, et pas mal d'antagonistes, c'est qu'il n'y a pas vraiment de confrontation réelle avec Yuji. Kenjaku est littéralement le créateur de Yuji, mais leur relation est inexistante, et ça prive Yuji d'un enjeu narratif majeur, et ça laisse Kenjaku dans une posture trop détachée du héros qui, pourtant, lui est lié. Sa mort est bâclée et insatisfaisante, comme beaucoup de personnages de Jujutsu Kaisen, on en parlera d'ailleurs tout au long de cette vidéo. Il meurt trop vite, et en réalité peut-être un peu trop proprement, sans réelle confrontation intellectuelle avec quelqu'un de son niveau. Et le fait qu'il meure heureux, en ayant satisfait sa curiosité insatiable, c'est un choix étrange, et ça donne pas à son arc la conclusion dramatique qu'il méritait. Ce qui aurait été intéressant, c'est que justement, il meurt avec sa curiosité encore béante, encore insatisfaite, comprenant peut-être, juste avant de mourir, qu'en réalité, sa quête pour satisfaire sa curiosité était une quête insensée, et en réalité sans fin. Mais malheureusement, Gegakutami n'est clairement pas parti là-dessus. Et en plus de tout ça, Kenjaku aurait dû être plus extrême dans sa folie scientifique, et je sais pas, peut-être plus excentrique, plus chaotique dans ses expérimentations. Il y a clairement pour moi un potentiel comique peut-être inexploité chez Kenjaku, et c'est bête. Et donc à la fin, on se retrouve avec un antagoniste fascinant sur le papier, mais dont la fin manque cruellement d'impact. Il aurait dû mourir frustré en réalisant, peut-être trop tard, l'importance de Yuji, mais le problème c'est qu'il part avec un sourire satisfait, et bien justement, moi ça ne me satisfait pas. Ensuite, Geto, qui est le parfait contrepoint, entre guillemets, de Gojo. Et à bien des égards, c'est peut-être le personnage le mieux écrit du manga. Cependant, son passage du bien au mal est peut-être un peu trop rapide, ce qui nuit légèrement à son impact en fait, parce que, ok, c'est un antagoniste tragique, puisque Geto ne voulait pas être un méchant à la base, il est devenu l'ennemi du système parce qu'il a perdu l'espoir en humanité. Sa relation avec Gojo, donc son amitié avec Gojo, est l'un des meilleurs éléments du manga, puisque leur séparation est très douloureuse des deux côtés, et le fait que Gojo ait été forcé de tuer Geto ajoute aussi une dimension tragique inoubliable au personnage. Et puis bon, il est écrit de manière plus ou moins efficace, puisque en peu de temps, Geto est devenu un personnage complètement compréhensible, cohérent dans ses motivations. Par contre, ce qui marche pas avec Geto, c'est son développement, puisque son passage du bien au mal est trop soudain. Et il aurait fallu peut-être une transition plus lente, qui aurait renforcé son côté tragique et le côté désespéré du personnage. Il aurait fallu effectivement inoculer peut-être ce désespoir de façon progressive chez Geto, et pas passer de « ouais, je suis gentil, finalement non, je suis méchant » au détour d'une page. D'ailleurs, son pouvoir aussi est mal exploité, puisque Geto est censé être l'un des personnages les plus puissants du manga, ne serait-ce que grâce à sa manipulation des malédictions. Et on ne le voit jamais vraiment montrer son plein potentiel. Et donc, au final, on a un antagoniste très bien écrit, certes, mais qui aurait mérité beaucoup plus de temps pour que sa transformation du bien au mal paraisse, en fait, poignante.
En tout cas, plus poignante que ce qu'on nous a présenté. De la même façon, Chozo est un personnage relativement réussi, mais avec une sortie totalement ratée. Ce qui est bête, parce que sa relation avec Yuji est l'un des éléments les plus sincères du manga, les plus authentiques, je dirais, du Jujutsu Kaisen. Pour un manga qui a vraiment l'air, en tout cas, dans ses derniers chapitres, très corporatiste, voilà, je trouve que Chozo est un personnage que je qualifierais d'inattendu dans une telle œuvre. Ce que j'aime bien chez ce perso, c'est que il est humanisé de façon progressive. C'est typiquement d'ailleurs le genre de personnage qui aurait pu être écrit par Togashi, puisqu'il commence comme un antagoniste simple, mais son arc narratif le transforme petit à petit en un des alliés les plus touchants. Le fait également qu'il considère Yuji comme son petit frère, entre guillemets, malgré l'absurdité de la situation globale, ajoute une touche d'humanité précieuse à ce personnage et également au manga. Et puis au-delà de ça, contrairement à d'autres, Chozo bénéficie de petits moments de caractère, de petits moments de personnage qui rendent son évolution très naturelle. Voilà. Geto aurait aimé recevoir le même traitement. Cela étant dit, toujours les mêmes problèmes, la mort. Chozo meurt dans un moment d'action intense, mais l'impact narratif et émotionnel de cette perte est amoindri par l'absence totale de deuil chez Yuji. Il aurait dû avoir un impact chez ce personnage, même chez les autres personnages. Sa rédemption est touchante à Chozo, y a pas de souci, mais il aurait été intéressant de voir comment il aurait vécu après la guerre, au lieu de simplement crever. Et donc c'est un personnage bien écrit au demeurant, mais sa fin est complètement ratée. Bon, allez, on va passer aux 3 désastres, si vous le voulez bien. Donc les 3 désastres, c'est-à-dire Jogo, Hanami et Dagon, qui sont censés incarner les peurs et les malédictions primaires de l'humanité. L'idée est géniale à la base, mais encore une fois, comme la plupart des trucs dans Jujutsu Kaisen, c'est que ça n'a pas été assez bien approfondi. Bon déjà, leurs character design sont mémorables, puisque chacun des 3 désastres a un design et un style de combat unique, ce qui les rend tous immédiatement visuellement impactants, ça c'est très bien. Et dans l'arc Shibuya, ils sont véritablement craints, et enfin je veux dire, leur présence se fait voir, ça c'est sûr et certain, c'est assez marquant. Et le problème c'est que le concept en lui-même des 3 désastres est complètement sous-exploité. Contrairement à Chainsaw Man, qui exploite les peurs primaires de l'humanité de manière terrifiante, Jujutsu Kaisen, ne va pas assez loin avec l'idée des malédictions incarnant les terreurs humaines. Et encore une fois, toujours la même chose, des morts trop expéditives. Ils sont tués trop vite, sans jamais atteindre leur plein potentiel. Jogo est le plus intéressant des 3, mais même lui n'a jamais eu son moment de véritable menace ultime. C'est ça qui est un peu bête avec Jujutsu Kaisen, je trouve d'ailleurs. Parce que, à la base, moi, quand j'ai vu effectivement que le manga et que Gege Akutami n'avait aucun problème à tuer ses personnages, franchement, pour moi, c'était comme un souffle d'air frais. Parce que quand tu compares à My Hero Academia, et surtout quand tu compares à One Piece, où voilà quoi, la notion de mort est complètement absente dans ces œuvres-là, et que même quand, attention, dans One Piece, il y a un mec qui crève, bon, Ace, à la fin, voilà, on va effectivement inventer un remplaçant qui est quasiment, voilà, bon, qui a la même tête, qui a plus ou moins la même backstory, et qui a les mêmes pouvoirs qui héritent du même fruit du démon, c'est-à-dire Sabo. Voilà, on sent qu'effectivement, il y a beaucoup de shonen qui ont du mal avec la mort, il y a personne qui crève. Dans Jujutsu Kaisen, c'est pas le cas. Le problème, c'est que, ok, il y a des gens qui crèvent, mais ils crèvent mal. Les morts sont trop expéditives, trop expédiées, c'est emballé, c'est pesé, il n'y a pas d'impact, et quand ils meurent, en principe, pas tous les personnages, mais la plupart de ces personnages, quand ils perdent la vie, il faut qu'il y ait un impact sur l'univers et sur les personnages. C'est pas, ok, ils crèvent, tu tournes la page, c'est bon, c'est comme s'ils avaient jamais existé. Encore une fois, c'est une bonne idée, mais tout ça, ça aurait mérité plus d'exploration et un traitement plus profond, plus travaillé. En fait, mieux écrit, désolé, voilà, mieux écrit. Et donc maintenant, on va passer avec une autre salve de personnages qui, à la base, étaient bien partis, mais qui, pour différentes raisons, se sont clairement effondrés sous nos yeux ébahis. Voilà, donc on va commencer avec Toto, qui est donc l'un des personnages les plus charismatiques du manga, mais son rôle est juste limité, hein. C'est pas trop limité, c'est limité. C'est-à-dire que le perso est ultra divertissant, puisqu'il est excentrique, il est passionné par les combats, il a une relation avec Yuji qui est relativement fun, son pouvoir Boogie Woogie est parfaitement utilisé et permet de rendre les combats dynamiques et imprévisibles. Là, clairement, on voit la grosse référence à Jojo Bizarre Adventure, mais par contre, voilà, il y a trop de trucs qui fonctionnent pas chez ce perso. Déjà, une absence totale d'arc narratif. Toto n'évolue pas. Il est simplement là pour supporter Yuji. Sa relation avec Yuki est inexistante puisque Yuki est censé être sa mentor et pourtant ils ne partagent aucune scène significative entre eux. Et le Shikigami de Yuki aurait dû être transmis à Toto, lui donnant donc une arme et une connexion émotionnelle avec son mentor. Et même à la fin de l'histoire, il arrive trop tard avec une prothèse de main qui n'a aucun sens. Bref, Toto est un bon perso en soi, mais il lui manque une véritable raison d'exister dans l'histoire de Jujutsu Kaisen. Il aurait pu être bien plus qu'un simple second rôle comique. Malheureusement, c'est tout ce qu'il est. Bon, maintenant, passons avec peut-être le plus gros gâchis de ce manga. Peut-être pas le plus grand, mais l'un des personnages les plus détruits. Voilà, l'un des 3 personnages qui a vu son potentiel le plus gâché. Voilà, là, il s'agira de Maki. Alors, Maki, non seulement elle avait le potentiel d'être l'une des meilleures persos, si ce n'est le meilleur perso féminin de Jujutsu Kaisen, mais c'est même pas juste ça. Elle avait le potentiel, clairement, d'être tout simplement l'une des meilleures héroïnes de shonen, toute œuvre confondue. En tout cas, tout shonen n'est qu'est-ce confondu. Son ascension après le massacre de son clan était épique, mais son traitement après cet événement, on va qualifier ça gentiment et poliment de honte.
Voilà, pour pas dire plus. Parce qu'à la base, Maki c'est quand même sympa. Elle a une évolution incroyable, en tout cas au début. Elle se libère de son clan et de son destin tragique, elle devient une combattante surpuissante, elle a un combat mémorable contre Naoya et sa revanche est jouissive, bien construite également. Son concept de force pure est génial, puisqu'en tant qu'humaine sans énergie maudite, elle est l'antithèse parfaite des autres Jujutsu, et même, en réalité, elle est même le reflet complet et total de Sukuna, donc là aussi, c'est très très bien écrit. Par contre, ce qui fonctionne pas, et là, bon, là c'est un casier judiciaire, c'est pas une liste. Bon déjà, elle devient vide après son arc de vengeance, c'est-à-dire qu'après la destruction du clan Zenin, elle ne sert plus à rien. Elle ne réfléchit pas à sa vengeance, elle ne parle plus de Mai, elle ne cherche même pas un nouvel objectif. Son absence dans la bataille finale est juste ridicule, elle est littéralement la seule humaine qui intéresse Sukuna, mais son rôle est réduit à une distraction. Elle n'a aucune scène avec Yuta, alors que pourtant elle avait fait une promesse à ce perso, mais il ne discute même pas après son succès. Et son entraînement avec Daido et Mio est forcé, on lui donne un power-up sans explication, et c'est littéralement deux randoms qui lui enseignent la voie du guerrier au lieu d'une progression naturelle tout au fil du manga. Et donc voilà, Maki aurait pu être la rivale finale de Sukuna, elle en avait le potentiel, ou au moins avoir une véritable évolution après le massacre en question, mais après avoir atteint son but, elle devient un personnage vide et qui n'a aucun impact sur le monde de Jujutsu Kaisen, ce qui est vraiment honteux quoi, honteux avec un grand H. Bon, allez, parlons de Naoya maintenant. Un antagoniste efficace, mais pas plus. Voilà, vraiment bien, mais pas plus. Puisqu'il est le parfait exemple du vilain, du méchant qu'on aime bien détester. Il est arrogant, voilà, il aime pas trop les femmes. Il est très arrogant et bon, méchant, bien sûr, cruel, tout ça. On aime bien le voir souffrir, pourquoi pas. Après, c'est pas vraiment mon type d'antagoniste préféré, je vais pas vous mytho. Voilà, les antagonistes purement haïssables qui ne servent qu'à être détestés. Bon, je trouve ça un peu binaire, mais pourquoi pas. C'est un style de méchant, comme un autre, après tout, c'est pas mon délire, mais voilà, je peux respecter. C'est une ordure totale et ça le rend jouissif à voir perdre. Son rôle dans l'arc de Maki est parfait, il est le symbole un peu de tout ce qui ne va pas dans le clan Zenin, et voir Maki l'anéantir, c'est un moment fort. Et son retour en tant que malédiction, c'était une idée brillante, qui rendait donc la revanche de Maki encore plus satisfaisante. Par contre, encore une fois, le problème avec ce personnage-là, bon déjà, il est complètement et totalement dénué d'aucune profondeur, puisque contrairement à Mahito ou Kenjaku, Naoya est juste un méchant binaire manichéen très simple, ce qui le rend oubliable juste après sa mort, et le combat final contre lui, donc son deuxième affrontement contre Maki, est trop rapide et pas aussi marquant que le premier. Donc limite, on aurait pu juste se laisser avec le premier, c'était largement suffisant. Donc voilà, c'est un bon antagoniste temporaire, voilà, mais il restera pas dans l'histoire du shonen, ça c'est certain. D'ailleurs, dans le même délire, Iguruma est probablement l'un des meilleurs nouveaux personnages des Culling Games, mais voilà, son impact est clairement pas terrible. Bon, déjà, le concept est fascinant. C'est un juge des temps modernes capable d'exécuter des peines en plein combat. C'est une idée incroyablement originale, digne de Hunter x Hunter. Son dilemme moral est intéressant puisque son hésitation entre justice et vengeance le rend beaucoup plus profond que la majorité des antagonistes de ce manga, et il a une relation intrigante avec Yuji, puisque le moment où il décide d'aider Yuji en comprenant sa nature est assez touchant. Dès qu'il comprend sa nature, c'est assez touchant. Par contre, encore une fois, toujours les mêmes problèmes avec tous les personnages, de toutes les manières, voilà. Gege Akutami fait toujours les mêmes erreurs et les mêmes fautes. Déjà, le premier problème, le combat final contre lui est raté. Iguruma aurait pu être le game changer contre Sukuna, mais son pouvoir est réduit à une simple mécanique afin de désarmer ce dernier. Et donc, il n'y a aucune conséquence réelle pour ses crimes puisqu'il a tué plusieurs personnes, mais n'en subit jamais les répercussions, et son potentiel restera toujours inexploité. Son domaine aurait pu révéler des secrets sur Kenjaku, sur Jin Itadori, ou que sais-je encore, mais ça reste sous-utilisé. Donc c'est un personnage avec un concept unique, mais il finit par être un outil narratif jetable, comme bien d'autres personnages dans ce manga. Ensuite, Kashimo, personnage surhypé, s'il en est, puisqu'il avait un potentiel immense en tant que Gojo du passé, entre guillemets, et son combat contre Sukuna est juste une énorme déception. Pourtant, il y a des trucs qui fonctionnent chez ce personnage. Il a un bon design, un certain charisme, ça le rend immédiatement attachant, en tout cas au début. Et il a une personnalité tranchante, puisqu'il veut se battre contre les plus forts, un peu à la Zaraki, et ça le rend excitant à voir combattre. Et son pouvoir est unique. Son électricité est visuellement impressionnante et ça lui donne une identité propre. Ça, c'est très important. Par contre, son combat contre Sukuna est totalement raté. Il n'a même pas le temps de montrer sa vraie puissance que Sukuna l'a déjà écrasé. Sa technique est inutilement limitée puisqu'il ne peut l'utiliser qu'une seule fois, ce qui rend son build-up totalement inutile. Et il n'a aucune véritable connexion avec les autres personnages. Puisque, contrairement à Gojo, Kashimo ne sert que de sac de frappe pour Sukuna, sans aucun autre impact sur l'histoire. Et donc, au final, visuellement parlant, il a un bon design, mais ce Jir Kashimo ne sert strictement à rien. Bon, maintenant, on va parler de la catégorie des personnages de JJK qui sont fondamentalement mal gérés. Il n'y a pas de potentiel raté ou je sais pas quoi. Non. Là, il est question de manque d'approfondissement, de mauvaise exécution, qui finissent par ne rien apporter au récit. Bon, à la limite, peut-être certains de ces persos avaient du potentiel, mais là, clairement, certains n'auraient juste jamais dû exister.
tout simplement. Ou même ne pas survivre. Bon, j'en ai un peu parlé, mais voilà, Daido et Miyo, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des personnages qui apparaissent de nulle part, qui n'ont aucune profondeur, qui n'existent uniquement que pour donner un power-up artificiel à Maki, qui n'en avait même pas besoin en réalité, elle avait besoin d'un power-up, ok, mais elle pouvait l'obtenir toute seule ou alors via d'autres personnages, pas ces schlags. Parce que ouais, à un moment donné, il faut se poser la question, pourquoi Maki a besoin d'un entraînement express avec des inconnus au lieu de se débrouiller toute seule? Tout son arc tourne autour du fait qu'elle est une combattante autodidacte, et pourtant, elle doit soudainement être guidée par des randoms. Ils ne servent qu'à faciliter l'évolution de Maki, ces deux schlags-là, et une fois leur rôle accompli, ils disparaissent dans l'indifférence générale de l'histoire. Daido et Miyo ne devraient même pas être un problème si Gege ne les avait pas intégrés. Bon déjà, pas intégrés du tout au manga, mais même s'il devait les intégrer, au moins les intégrer au bon moment, et pour les bonnes raisons, puisque là, ils sont introduits au mauvais moment, et pour les mauvaises raisons. Et ce sont des personnages qui en réalité ne sont que des gadgets narratifs, qui existent uniquement pour donner un boost inutilement artificiel à Maki. Leur présence seule brise l'arc de Maki, et réduit son mérite, en fait. Bon, puisqu'on parle de Maki, parlons de Mai, qui est donc la sœur jumelle de Maki, comme vous le savez, et dont le sacrifice est l'un des moments les plus poignants du manga. Mais plus j'y pense et plus je réalise que son existence entière est juste mal gérée dans le manga. En fait, le souci, c'est que sa mort ne sert qu'à justifier la montée en puissance de Maki. Elle n'est pas un personnage, elle est juste un outil narratif, comme bien d'autres personnages, entre guillemets, de Jujutsu Kaisen. Elle n'est même pas évoquée après sa mort, son existence n'a pas d'impact sur les autres personnages, elle est littéralement transformée en objet, ce qui soulève des questions sur la qualité de l'écriture de Gege Akutami. Donc voilà, Mai est un concept sacrifié trop tôt, dont la mort aurait dû être explorée avec plus de poids émotionnel. C'est une belle idée, mais elle est totalement gâchée. D'ailleurs, en parlant de personnages qui n'ont pas de fonction narrative, il y a Nishimiya. Voilà, dont le rôle dans l'histoire est quasiment inexistant. Alors, ces échanges avec Nobara étaient sympas à l'époque, mais voilà, le problème c'est qu'elle ne sert strictement à rien dans l'intrigue de Jujutsu Kaisen, en tout cas l'intrigue principale. On ne sait même plus si elle est morte ou vivante à la fin du manga, tellement Gege Akutami n'en a absolument rien à secouer, et elle a une présence fantomatique qui aurait pu être totalement retirée sans que l'histoire de Jujutsu Kaisen ne change. Donc voilà, personnage inexistant, virez-moi ça. De la même manière, Utaime a un bon design, un bon début de personnalité, mais aucune utilité réelle. Elle est attachante dans l'anime qui lui donne un peu de personnalité, mais bon, voilà, dans le manga c'est beaucoup moins le cas, et son antagonisme léger avec Gojo est plutôt fun, mais c'est son seul trait de personnage distinctif. Encore une fois, elle n'a aucun impact sur l'intrigue, c'est une preuve qui ne sert à rien. Elle aurait pu avoir un rôle de mentor pour Maki ou Nobara, mais elle est réduite à de la figuration, et elle n'a même pas de moment pour briller malgré son potentiel latent. Utaime en fait c'est vraiment le cas typique de ce personnage qui aurait pu être bien. Mais bon voilà, Gege ne lui a jamais donné l'opportunité de l'être, donc bah elle est pas bien. Voilà, désolé. Ok, maintenant Naga, le directeur de l'école de Tokyo, qui avait tout pour être un mentor intéressant, mais qui meurt dans l'indifférence généralisée. Son lien avec Panda était pourtant intriguant, et l'idée de créer des âmes artificielles était super originale, mais voilà, le concept n'est pas exploré de ce personnage. Sa mort, encore une fois, toujours les mêmes problèmes, arrive trop tôt et elle est expédiée, et il aurait pu jouer un rôle plus important dans la guerre entre les écoles et l'affrontement contre Kenjaku, mais bon bah finalement non. Donc voilà, c'est un personnage qui aurait pu enrichir le lore de JJK, mais qui disparaît sans gloire, sans rien du tout en fait. Bon, on continue avec Kusakabe. Alors Kusakabe, c'est l'exemple parfait d'un personnage cool sur le papier, mais qui arrive beaucoup trop tard pour être ne serait-ce qu'un peu pertinent. Bon, son attitude blasée est rafraîchissante, et puis il aurait pu être un excellent contrepoint à Gojo ou Nanami. Le problème, c'est que, bah déjà, pourquoi est-ce qu'il apparaît si tard dans l'intrigue? Ça n'a aucun sens, alors qu'il aurait pu parfaitement fonctionner dès le début du manga s'il avait été justement introduit dès le début. Il ne sert à rien de concret, si on regarde bien. Il aurait pu être le mentor de Nobara, ce qui aurait ajouté de la cohésion au trio principal, mais pas du tout, c'est pas le cas. Il arrive après la guerre, et il est trop tard pour qu'il devienne important. En fait, c'est quasiment un personnage de DLC, ce Kusakabe, en fait. C'est clairement une opportunité ratée d'avoir un mentor intermédiaire pour Nobara ou Yuji, donc voilà, à la poubelle directement. Inumaki d'ailleurs, personnage cool, mais il aurait dû être sacrifié pour une fois qu'il y a un mec qui devait crever, c'était lui. Pour donner du poids à la guerre finale. Son pouvoir est, cela dit, original et stylé. Il a un peu l'aura du personnage mystérieux, ça le rendait un peu cool. Par contre, malheureusement, bah il sert pas à grand chose, il n'a jamais vraiment eu de moment décisif. Il aurait dû se sacrifier contre Sukuna, ce qui aurait donné du poids à la bataille finale. Donc on se demande pourquoi est-ce que lui, il est encore en vie, alors que d'autres personnages qui, eux, auraient pu avoir un véritable impact à la fin du manga, bah, sont juste morts pour que lui puisse survivre, alors qu'il sert à rien. C'est un personnage sous-exploité qui aurait mérité de crever, en tout cas d'avoir une mort épique. Évidemment, si derrière il meurt, comme la plupart des autres personnages dont j'ai déjà parlé, il meurt pour servir à rien, bon, quand même, mieux vaut qu'il crève, mais ça aurait été éclaté. Mais là, c'est ridicule. Allez, on passe maintenant à Jin Itadori, qui devait être un élément clé du récit de Jujutsu Kaisen, mais qui pourtant, comme bien d'autres personnages dont j'ai parlé précédemment, bah il sert à rien.
Son lien avec Sukuna et Kenjaku aurait pu être fascinant, et l'idée d'un passé secret autour de Yuji était relativement palpitante, mais déjà c'est un personnage totalement oublié par l'intrigue. Gege ne développe pas son passé et ne lui donne aucun moment clé dans la narration, alors qu'il aurait pu être un facteur majeur du dénouement du manga, mais il est traité comme un figurant, et à la fin, on se retrouve avec un personnage qui aurait pu bouleverser l'histoire de Jujutsu Kaisen, mais qui est oublié, voilà, laissé pour mort dans les limbes du récit. Bon allez, maintenant on va frôler l'abysse et parler voilà, de ces personnages qui ne sont pas juste éclatés au sol, mais qui sont en fait activement nuisibles au récit. C'est-à-dire que la simple présence des personnages dont on va parler maintenant, en fait, est nuisible, nocive au récit de Jujutsu Kaisen. Il est question de personnages erreurs, des erreurs narratives, qui affaiblissent l'impact émotionnel, l'impact narratif, la cohérence de l'histoire. Ces personnages n'auraient jamais dû exister. Voilà, là il est question du cimetière des personnages cancer de Jujutsu Kaisen. Bon allez, commençons avec Yuki Tsukumo. Alors, elle a un style, en tout cas un chara-design sympathique, affirmé, une personnalité charismatique, un rôle de penseuse dissidente, entre guillemets, dans l'univers du Jujutsu, et elle incarne, comment dire, une espèce d'opposition à Gojo et Kenjaku, en plus d'être une scientifique un peu cinglée, ce qui la rend immédiatement mémorable. Par contre, voilà, on arrive à ce qui fâche. Yuki n'est qu'une illusion de personnage intéressant, voilà, tout n'est que tromperie. C'est une hallucination collective, comme dirait l'autre. Son existence n'aboutit à rien. Son combat est une blague, son héritage est inexistant. Ce qui est bête, hein, parce que son pouvoir est original et bien pensé, puisque manipuler la masse était une idée brillante et visuellement impressionnante. Mais voilà, le problème c'est que son combat est complètement saboté. Yuki aurait pu gagner si elle avait utilisé son domaine contre Kenjaku. Et au lieu de ça, elle court droit devant lui et se fait couper en deux. Il n'y a aucune conséquence narrative à sa mort, puisqu'elle crève et personne ne semble s'en soucier. Son impact sur l'histoire est nul et même négatif. Là, on est sur les moins 10, là. C'est même pas 0, moins 10, moins 15. Et on ne sait presque rien d'elle. Son passé, ses motivations, son lien avec Gojo, tout est resté dans le flou. C'est l'incarnation, Yuki, d'un immense potentiel, même pas mal exploité, même pas inexploité. Comment dire ça? C'est un potentiel inversé. Elle avait tout pour être une figure centrale du manga, mais son traitement final l'a réduite, tout simplement, à un échec narratif retentissant. Dans le même délire, parlons de Tengen, qui aurait dû être un personnage fondamental du lore de Jujutsu Kaisen, puisqu'on parle quand même d'un être immortel, garant de l'équilibre du monde, qui a vécu des siècles et a influencé toute l'histoire des sorciers. Et pourtant, on ne sait presque rien de lui, et sa seule fonction, dans l'intrigue en tout cas, est de se faire absorber par Kenjaku. Alors que, mince quoi, le mec détenait les secrets du Jujutsu, son savoir aurait pu révéler des vérités cruciales sur l'univers de Gege Akutami. Son rôle dans l'histoire est central puisque sans lui, pas de fusion avec l'humanité, pas de lien avec Gojo et pas de Star Plasma Vessel. Et sa relation avec Kenjaku et Gojo aurait dû être approfondie, il y avait clairement de quoi faire. Mais à la fin, malheureusement, on se retrouve avec un véritable désastre narratif. Déjà, il n'a aucune présence dans l'intrigue puisqu'il n'est qu'un simple MacGuffin, c'est-à-dire un objet dont le seul but est d'être convoité et détruit in fine. On ne comprend pas du tout son lien avec Kenjaku puisque on se demande pourquoi il semble se connaître aussi bien, c'est pas du tout développé, et sa disparition est totalement expédiée comme bien d'autres avant lui et après lui. Il meurt et ça ne change rien. Tengen est une imposture. Il aurait dû être l'un des éléments les plus fascinants du récit, mais il finit comme une vague idée sous-exploitée que Gege Akutami, voilà, à moitié cramé, à moitié carbonisé. Bon allez, on parlait d'Inumaki tout à l'heure. Effectivement, un personnage qui, d'après moi, aurait dû crever. Bon, maintenant, on va discuter d'un autre personnage qui aurait dû également mourir. Là, il s'agira effectivement de Gakuganji. Alors, ce mec-là représente tout ce qui fonctionne pas dans la gestion des anciens, entre guillemets, dans JJK. Il incarne l'ancienne génération, celle qui s'oppose au changement et sabote l'avenir des jeunes sorciers. C'est un boomer, hein. Et logiquement, il aurait dû crever, ne serait-ce que pour le symbolisme. Mais il survit inexplicablement et obtient même une promotion. Le traitement de ce personnage est vraiment absurde, hein. Il tue Yaga et ça n'a aucune conséquence. Il devient directeur alors que tout le manga prône le renouveau. Et Gojo semble inexplicablement l'apprécier alors qu'il représente tout ce contre quoi Gojo se bat. Gakuganji aurait dû mourir en symbolisant la chute de l'ancienne génération. Le garder en vie n'a aucun sens. Vraiment, bref. C'est quand même un truc de fou, je veux dire, franchement, là c'est même plus Neji avait raison, c'est Gakuganji avait raison. C'est quand même un truc de fou, c'est-à-dire qu'à la fin, Gojo qui représente la nouvelle génération, il crève, et Gakuganji qui représente l'ancienne génération, et le mec qui clairement a tort, le boomer qui parasite et vampirise les jeunes et la nouvelle génération, lui il est encore en vie, et limite c'est le gars le plus riche de Jujutsu Kaisen. Enfin, franchement quoi. Pour moi, il y a un problème au niveau du propos engagé, des thèmes que Gege Akutami a essayé de tacler. Ça n'a aucun sens là. Non, je vous le dis, hein. Non seulement Neji avait raison, mais Gakuganji avait également raison. Non mais là, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon allez, on va passer à un autre personnage avant que je me mette à beugler comme un veau. Bon allez, Tsumiki. Définition d'un personnage accessoire, je pense qu'on sera tous d'accord. Elle existe uniquement pour donner une motivation à Megumi. Elle passe tout le manga dans le coma, revient possédée et meurt en un instant. Merci beaucoup.
On ne la connaît pas, donc sa mort n'a aucun impact sur la narration et sur nous. Elle se fait posséder et crève en 3 cases, comme si elle n'avait jamais eu d'importance. D'ailleurs, elle n'a jamais eu d'importance en fait. Et sa mort ne sert même pas à développer Megumi, qui n'a aucune réaction. Il s'en fout encore plus que nous. Tsumiki est la preuve que Gege Akutami ne sait pas quoi faire de ses personnages secondaires. Elle aurait pu être un levier dramatique fort, mais à la fin, elle est juste un accessoire narratif éclaté au sol. Bon allez, on parlait de Megumi Fushiguro tout à l'heure, parlons de lui, hein. Parlons effectivement du symbole du gâchis narratif absolu de Jijika. Alors, vous l'aurez compris, si un personnage illustre à lui tout seul tous les échecs de Jujutsu Kaisen, c'est Megumi Fushiguro. Il a été vendu comme le rival de Yuji, l'héritier potentiel de Gojo, un génie du Jujutsu, mais il finit comme un cadavre ambulant qui ne sert strictement à rien du tout. Et il aurait dû être incroyable comme perso. Son concept de combat unique basé sur les Shikigami était vraiment sympa. D'ailleurs, c'est l'une des premiers trucs que j'ai appris sur Jujutsu Kaisen avant, effectivement, de lire le manga. C'est le premier truc qui m'a frappé, hein, de lire des Shikigami. D'ailleurs, c'est tellement vrai que j'en ai parlé dans une de mes anciennes vidéos sur pourquoi les protagonistes principaux de Shonen ont des pouvoirs basiques. Je parle effectivement des Shikigami, de Megumi, pour dire effectivement que j'étais très impressionné par la créativité du système de combat de Jujutsu Kaisen. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point, moi quand j'ai commencé le manga, j'étais prêt à me faire ébouriffer la crinière par Megumi. Donc clairement, c'est pas ce qui est arrivé. Alors que pourtant, encore une fois, le personnage est moralement ambigu, tiraillé entre le bien et le mal, typiquement le genre de truc que j'aime bien, il a un rôle central dans le trio avec Yuji et Nobara, et son potentiel narratif était énorme puisqu'il aurait pu être un anti-héros fascinant. Mais voilà, son traitement de personnage est une véritable trahison. Il ne combat quasiment jamais. Son dernier vrai affrontement est contre Reiji, 100 chapitres avant la fin, c'est pour dire à quel point c'est abusé. Il est possédé par Sukuna ensuite et ne résiste pas, puisque contrairement à Yuji, qui lutte toujours contre ses ennemis, Megumi se laisse complètement faire. Il n'a aucune conclusion à son personnage puisqu'il survit, mais on ne sait même pas ce qu'il ressent ou ce qu'il va faire ensuite. Sa relation avec Yuji est totalement éclipsée, aucune confrontation, aucun développement, rien du tout. La façon dont il est traité est une énorme frustration puisqu'il avait tout pour être un personnage central du manga et n'a été finalement qu'un outil pour Sukuna. Et clairement, Megumi est le personnage qui incarne le plus le gâchis de Jijika. Il avait tout pour être légendaire, ou en tout cas au moins un très bon personnage, mais il a été transformé en outil narratif, en gadget narratif, sans la moindre âme. Bon allez, on va maintenant parler d'un véritable massacre narratif, d'un sabotage en bonne et due forme. Là, il s'agira de Nobara Kugisaki. Alors, elle est annoncée au tout début comme l'un des 3 protagonistes principaux, et elle a rapidement conquis les lecteurs et les spectateurs de l'anime, avec son charisme, son très bon chara design. Au niveau du chara design, pour moi, c'est du 10 sur 10. J'aime beaucoup. C'est typiquement le genre de chara design féminin que j'aime bien. Voilà. Et contrairement à la plupart des héroïnes de shonen, c'est pas forcément une tsundere, bien qu'elle a un petit côté comme ça effectivement. C'est pas une potiche, ce n'est pas un intérêt amoureux artificiel. Elle est relativement unique, indépendante, drôle et humaine aussi. Et pourtant, elle a été effacée du récit avec un mépris hallucinant en fait. Au point qu'il est difficile de croire que Gege Akutami n'est jamais considérée comme une véritable protagoniste. Son traitement est une trahison narrative pure et simple envers le personnage et envers tous ceux qui l'appréciaient et qui voyaient en Nobara un véritable potentiel. D'ailleurs, en parlant de ça, Nobara porte en elle l'illusion d'un développement, parce que le personnage avait tout pour réussir dans l'histoire. Déjà, elle a un style de combat original avec ses techniques de vaudou, exploitant à la perfection le principe du contre-coup et de la résonance. Son caractère est tranché, j'en ai parlé, elle est capable de tenir tête à n'importe qui, que ce soit Mahito, Maki ou même Gojo, et elle a un rôle complémentaire dans le trio principal, qui aurait dû évoluer au même titre que Yuji et Megumi. D'autant que, lors de l'arc de l'échange, elle livre l'un des moments les plus marquants de son personnage en s'opposant à Momo, c'est vraiment sympa. Cette scène montre à quel point Nobara est un personnage vraiment réfléchi et complexe, et ça laissait entrevoir son immense potentiel. Mais finalement, voilà, tout ça, ce n'était qu'illusion, puisque vint alors l'arc de Shibuya, et avec lui, l'incompréhensible assassinat narratif, et même l'assassinat quasiment littéral de Nobara, puisque lors de son combat contre Mahito, elle montre encore une fois son ingéniosité et son sang-froid, en utilisant ses malédictions pour neutraliser un double de Mahito, et permettre à Yuji de reprendre l'avantage. Le duel était tendu, intense et dramatique, au point où on se disait que Nobara allait peut-être enfin avoir son combat marquant. Et puis, elle se fait éclater la moitié du crâne, et c'est terminé. Ce qui rend cette scène vraiment insupportable, c'est pas forcément la mort entre guillemets en elle-même, puisqu'une mort peut être bien écrite. Non, en fait, ce qui rend cette scène ignoble, c'est le traitement qui suit. Déjà, il n'y a pas de confirmation claire de son décès, comme si Gege voulait maintenir un suspense artificiel. Il n'y a aucune scène d'adieu digne de ce nom, ni de funérailles, ni d'hommage. Yuji, le perso avec lequel elle avait le lien le plus fort, ne semble même pas avoir le temps de la pleurer tant l'histoire passe immédiatement à autre chose. Et voilà, Nobara n'a même pas eu droit à une conclusion, on lui a simplement retiré son rôle, et on l'a laissé en suspens, comme si elle n'avait jamais compté.
Et le pire dans tout ça, c'est que Gege Akutami a lui-même entretenu la confusion en refusant de dire clairement si elle était morte ou pas. Et ce pendant des années entières IRL. Après, c'est une confusion que, heureusement, je n'ai pas eu à subir, puisque comme vous le savez, j'ai commencé à lire le manga quasiment quand il était à sa fin, donc à la limite, ça va pour moi. Et justement, après avoir gâché tout le potentiel du personnage, et après avoir laissé les lecteurs espérer, et après l'avoir réduite au statut de personnage Schrödinger, puisqu'on savait pas si elle était morte ou pas, elle était dans un état de semi-vie constant, Gege a tenté un retour. Et là, c'est clairement le coup de grâce. Nobara se réveille juste avant la fin de l'histoire, comme si elle avait été gardée sous cellophane en attendant un ultime Deus Ex Machina. Elle revient pour ne rien faire, elle n'a aucun rôle clé, aucun combat, aucun moment de bravoure. Son retour est une farce, une sorte de clin d'œil forcé pour faire croire que les personnages féminins du JJK ne sont pas tous sacrifiés, comme dans Naruto par exemple. Et c'est le comble de l'hypocrisie. Si Nobara devait revenir, il fallait lui donner un rôle. Et si elle doit crever, alors il faut assumer son décès au lieu de la garder en coma artificiel pendant des centaines de chapitres. Nobara est passée plus de temps morte que vivante dans JJK. Et à la place, elle est restée dans l'ombre, n'a servi qu'à valider la conclusion du manga sans n'y apporter quoi que ce soit. Et en fin de compte, Nobara, de la même manière que Megumi et bien d'autres personnages, illustre aussi ce qui va pas dans l'écriture de Jujutsu Kaisen. C'est un personnage avec un potentiel énorme comme la plupart des personnages, mais abandonné sans explication. À la base, on te fait croire qu'elle fera partie des personnages les plus importants du manga, qui fait donc partie du trio de base, mais finalement elle disparaît pendant plus de la moitié du manga. L'absence est injustifiée, elle ruine la dynamique du trio principal, et son retour est inutile. Et ça ne fait que souligner l'échec de son traitement narratif. Gege Akutami a massacré Nobara, et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a même pas l'air de s'en soucier. Son obsession pour Sukuna et Gojo a relégué tous les autres persos à des rôles secondaires jetables, et Nobara en est la plus grande victime, elle méritait vraiment mieux. Bon allez, en parlant de personnages qui méritaient clairement mieux, il s'agira forcément de Yuta Okkotsu. Alors, Yuta, il faut savoir que c'est l'un des personnages qui ont le plus marqué les fans du manga, j'ai l'impression. En tout cas, au début de l'œuvre, puisqu'il est introduit comme le héros de Jujutsu Kaisen 0, avec une aura relativement particulière, son lien puissant avec Rika, et un potentiel énorme en tant que combattant. Un lien puissant avec Rika, son espèce de malédiction, qui est en fait sa meuf qui est morte, bref... Vous connaissez les bails si vous avez lu Jujutsu Kaisen 0. Et il avait juste un potentiel énorme en tant que combattant. D'ailleurs, il faut savoir que, petite anecdote, j'ai commencé la lecture de Jujutsu Kaisen avec Jujutsu Kaisen 0. Et d'ailleurs, je comprenais pas. J'ai commencé effectivement à lire et je me suis dit, non mais attends, c'est quoi cette histoire? Le héros, c'est pas lui. Enfin, il me semblait que le héros avait les cheveux châtain clair, avec des espèces de cicatrices sur le visage. Comment ça se passe? En fait, non. C'était juste, en fait, un préquel. Bref, peu importe. Parenthèse fermée. En théorie, Yuta était le seul capable de rivaliser avec Gojo et tout son développement aurait dû mener à un combat final intense et une conclusion marquante. Mais bon, à la fin, son rôle dans l'histoire principale est une déception monumentale. Bon, déjà, quand Yuta revient dans l'histoire principale après Jujutsu Kaisen 0, tout était en place pour le rendre vraiment sympa. Il revient avec un niveau de puissance monstrueux, il a un statut ambigu en tant que futur successeur de Gojo, et il a une dynamique fascinante avec Yuji, d'abord en tant qu'adversaire, puis en tant qu'allié. Mais très vite, il devient un personnage de second plan. Son lien avec Rika perd toute son intensité. Rika d'ailleurs était l'une des malédictions les plus terrifiantes et tragiques de la série, mais bon, dans la suite de JJK, malheureusement, elle devient juste un pouvoir supplémentaire qui n'apporte pas grand-chose finalement. Sa relation à Yuta avec les autres persos est sous-développée dans le meilleur des cas. Il aurait pu être un mentor, un rival ou même un ami précieux pour Yuji et Megumi, mais il ne devient jamais rien de tout ça. Son rôle dans la guerre contre Sukuna est risible. Il est censé être l'un des seuls à pouvoir tenir tête à Sukuna, mais il passe son temps à être un simple figurant. Et évidemment, le moment où Yuta vole le corps de Gojo pour affronter Sukuna aurait pu être l'un des twists les plus marquants du manga, mais voilà, au lieu d'un moment de triomphe, c'est une farce absolue, que dis-je, une honte scénaristique. Yuta est immédiatement dérouillé, humilié, puisqu'il a littéralement utilisé le corps du plus puissant exorciste de l'histoire, et il se fait démolir en moins de 5 cases, il ne maîtrise rien. On nous a teasé une nouvelle version de Gojo, et au final, Yuta est complètement dépassé. Le combat ne mène à rien, pas de moment émotionnel, pas de victoire tactique, pas de souvenir marquant, juste un échec monumental. Et ce moment qui aurait dû être un climax, une apothéose, est devenu en réalité une humiliation totale d'un personnage qui clairement n'en demandait pas tant. Et après tout ça, après avoir été introduit comme le personnage qui allait remplacer Gojo, qui allait jouer un rôle clé dans la lutte contre Sukuna, qui devait porter le futur du Jujutsu, que fait Yuta? Rien du tout. Il survit sans conséquence. Aucune transformation, aucune évolution de personnage, aucune remise en question, aucune scène marquante. Il passe de personnage central à figurant insignifiant, et tout ce qu'on retiendra de lui, c'est qu'il a été une promesse non tenue. Mais ne vous inquiétez pas, Yuta n'est pas le pire personnage de Jujutsu Kaisen, non, il y a pire. Il y a pire. Donc voilà, déjà, Miwa Kasumi, la reine de l'inutilité la plus chronique. Miwa est l'incarnation parfaite
du fiasco narratif total et complet, le naufrage de Jujutsu Kaisen. Son personnage est littéralement construit autour du fait qu'elle est incompétente, et Akutami ne lui donne jamais une seule chance de prouver le contraire. Sa plus grande action dans l'histoire, c'est faire un vœu de restriction qui la rend encore plus inutile. Elle perd son katana et devient un simple figurant, elle disparaît pendant la majorité de l'histoire et réapparaît uniquement pour faire de la figuration, son arc potentiel de vengeance est inexistant, Maki a massacré Mai, sa meilleure amie, et pourtant elle n'a aucune réaction. Elle est teasée avec un potentiel caché, notamment via la couleur de ses cheveux qui pourrait indiquer une lignée spéciale, mais ça ne mène à rien. À la limite, pour ça, pourquoi pas, moi j'aime pas les lignées spéciales de toute façon. Mais bref, Akutami l'a littéralement détruite et il s'en est même vanté. Quand on lui a demandé en interview pourquoi Miwa n'a jamais rien eu d'intéressant à faire, il a répondu qu'il n'avait pas voulu la tuer parce que personne ne s'y attacherait assez pour être triste. C'est la vue ultime qu'il en a absolument rien à secouer. Bon allez, Anna Kuruzu maintenant, ou Angel, comme on aime bien l'appeler, aurait pu être l'un des personnages les plus importants de l'arc final. Elle était le seul moyen d'exorciser Sukuna, elle avait tout pour être un élément clé, mais voilà, elle tombe amoureuse de Megumi sur un malentendu et se fait manipuler en 30 secondes par Sukuna. Sa backstory tient en 3 pages ridicules. Elle est l'un des personnages les plus stupides du manga, se faisant instantanément berner par Sukuna et servant uniquement à faire avancer son plan. Son rôle dans l'histoire est littéralement une blague. Elle est censée être une exorciste divine et pourtant elle se fait massacrer en un instant. Elle a servi à rien. Elle a juste existé pour faire perdre du temps au lecteur. L'un des plus gros gâchis narratifs du manga. Akari Kinji n'est pas meilleur. À la base, c'est un exorciste capable de devenir quasiment immortel en activant son jackpot. Il était mis en avant comme un monstre latent, l'un des plus puissants alliés de l'équipe. Mais ensuite, il passe 99% de l'arc final à faire du hors-champ. Il ne rencontre jamais Sukuna, alors que pourtant c'était une évidence. Il est envoyé dans un combat contre un adversaire random, Uraume, et on ne voit même pas la fin de ce combat, et son pouvoir ne sert absolument à rien dans le combat final. Akari aurait dû être l'un des piliers du combat final, mais Akutami l'a littéralement oublié. Le mec a une énergie maudite infinie, et il ne fait rien d'impactant. C'est vraiment une blague, ce mec. D'ailleurs, en parlant de blague, Panda, bien évidemment, qui était un personnage apprécié, il me semble, à la base, qui avait un concept original, une personnalité attachante, il aurait pu avoir un arc poignant, surtout après la mort de Yaga, mais Akutami a fait n'importe quoi avec lui. Son combat contre Kashimo est une véritable farce, il se fait éclater en 3 coups, alors qu'on en parle depuis je ne sais combien de chapitres de son mode Triceratops, il perd ses 2 cœurs et devrait être réduit à un légume, mais non, il revient sans conséquence, et il n'a aucune utilité dans l'histoire après ça. Et le pire, c'est que dans l'épilogue, il passe 60 ans enfermé dans un placard, à perdre progressivement son humanité. Et pourquoi? Qu'a-t-il fait pour mériter un sort pareil? Il aurait pu se sacrifier héroïquement, se battre jusqu'au bout, avoir un impact quelconque sur l'histoire, mais non, il devient une peluche vivante enfermée dans une armoire. L'un des pires traitements de personnages de toute l'histoire de l'animation japonaise. En tout cas du manga, puisque là ça n'a pas encore été animé, il me semble. Mai Zenin, j'en ai parlé. Bon, on va pas tourner autour du pot. Mai est seulement morte pour que Maki devienne plus forte. Son arc de rivalité sororale n'est jamais exploré correctement. Sa relation avec sa sœur est donc sous-développée et se résout en une seule scène. Elle meurt et transfère tout son pouvoir à Maki, créant ainsi un power-up forcé. Elle n'a jamais existé en tant que personnage, seulement en tant que sacrifice scénaristique. C'est la preuve ultime qu'Akutami ne sait pas quoi faire avec la plupart de ses personnages secondaires, et ses personnages féminins également. D'ailleurs, voilà, en parlant de blagues, il y a Bibi, bien sûr. Voilà, et si seulement c'était Oui et Potiron, ça aurait été mieux. Mais voilà, non. Là, il s'agit de Bibi, qui donc n'a aucune personnalité, a un rôle inexistant, alors que pourtant il a un pouvoir cassé qui n'est utilisé qu'une seule fois dans le manga, et dans l'épilogue, il devient littéralement un random salaryman. Merci d'être venu, au revoir et merci. Bon allez, on va conclure maintenant cette vidéo qui n'en finit pas. Donc voilà, vous m'avez beaucoup demandé mon avis sur Jujutsu Kaisen, je pense que voilà. J'ai réglé l'histoire longuement, mais au moins sûrement. Je ne sais pas si je vais refaire de vidéos sur Jujutsu Kaisen. Je voulais vraiment tacler le sujet de la façon la plus exhaustive possible. Je pense avoir réussi. N'hésitez pas effectivement à balancer quelques commentaires sous la vidéo, un petit like, ne serait-ce que pour m'encourager. De toutes les manières, c'est très simple. Si vous ne m'encouragez pas, et attention, ceci est du chantage, je referai encore pas mal de vidéos sur Naruto. Donc voilà, si vous voulez effectivement que je fasse autre chose, encouragez-moi à faire autre chose. Donc likez la vidéo s'il vous plaît. Voilà, ceci est une menace en effet. Bon, de quoi je pourrais encore parler sur ce manga? Parce qu'en fait, moi j'ai beaucoup de questions sans réponse sur Jujutsu Kaisen. Beaucoup d'interrogations. Des trucs du genre, mais pourquoi Gege a fait ça? Par exemple, très simplement. Pourquoi les fléaux sont-ils devenus aussi insignifiants après l'arc Shibuya? Pourquoi Gege a-t-il créé un système de domaine expansion s'il ne voulait pas respecter la mécanique et les rendre aussi menaçants qu'ils auraient dû l'être? Sur tout le casting, seul Chozo est mort à cause d'un domaine et en plus il l'a fait exprès. Autrement dit, personne ne meurt jamais à cause d'un foutu domaine à part s'il a envie de crever. Je veux dire, souvenez-vous de toute cette hype. Comme lorsque Gege a terminé un chapitre avec un affrontement entre 3 domaines d'expansion superposés. Puis il a réalisé qu'il n'avait aucune idée de comment écrire cette scène, alors il a sorti un Deus Ex Machina sous forme d'un cafard géant. Aussi, pourquoi les hautes sphères du monde des sorciers sont-elles aussi inutiles? Imaginez si, dans One Piece, Oda avait juste fait disparaître les Gorosei hors champ, avec un « ouais, c'est bon, c'est l'ère des jeunes maintenant ».
c'est pas fun, c'est pas satisfaisant. On croirait Naruto avec le délire des seigneurs féodaux qu'il a totalement oublié de développer. Ouais, bref, c'est un énorme crachat au visage des fans qui s'étaient intéressés à ces personnages. Pourquoi Inumaki n'a-t-il pas été utilisé pour créer une ouverture avec l'épée de l'exécuteur? Pourquoi Gege nous a-t-il fait attendre plusieurs chapitres pour révéler comment Yuji a tué Sukuna, pour au final juste dissoudre l'épée dans sa main? Où sont passés Gakuganji, Utahime et les autres après avoir buffé Gojo? Pourquoi ne protégeaient-ils pas leurs élèves? Voilà, le vrai fil conducteur de toutes ces frustrations, c'est que tout est lié à la fin éclatée de Jujutsu Kaisen. Tout s'est écroulé au moment où ça aurait dû briller. Et je parle même pas de la manière dont le manga essaie d'imposer un nouvel arc en guise de conclusion. On nous montre Yuji, Megumi et Nobara en mission, comme si leur dynamique n'avait pas changé, comme si leur évolution était statique. Yuji devient donc une sorte de mentor, ce qui pourrait être intéressant s'il n'avait pas encore 14 ans. Il prend une posture de prof qui a roulé sa bosse. Tu sais, voilà, le mec qui en a vu de belles alors qu'il a à peine 14 piges, souriant à la Gojo, mais sans le quart de sa prestance, sans parler même du fait que le dernier personnage qu'il essaie de recruter, bah, c'est un harceleur, un stalker, qui terrorisait une femme pendant des semaines. On ne parle même pas d'un petit voleur ou d'un criminel de bas étage, on parle d'un mec qui planifiait clairement pire. Et Yuji veut le réhabiliter, mais ce genre de crime peut être traité avec la même légèreté que n'importe quel autre problème qu'on peut trouver dans un shonen neketsu. D'ailleurs, l'arc américain est complètement ridicule, l'implication des États-Unis est tellement inutile que c'en est criminel là aussi. Voilà, je vois une belle référence à My Hero Academia qui fait la même erreur. Tous ces soldats envoyés au Japon n'ont servi qu'à être massacrés en 2 pages, pas de conséquences diplomatiques, pas de tensions géopolitiques, rien du tout. Gege voulait juste amener de la puissance militaire humaine dans le chaos, et une fois que c'était fait, bah il a tout oublié. Tout le teasing sur l'armée américaine, tout ce battage sur les autres nations mises au courant, tout ce build-up ne mène à rien du tout. On aurait pu utiliser ces chapitres pour mieux explorer Sukuna, pour mieux comprendre les 6 yeux, pour donner du contexte aux Binding Vows, aux barrières, aux mystères du monde, mais non, on a eu l'intrigue de l'armée américaine pour rien du tout. Et maintenant, Gege s'exprime sur la fin de son manga, et bah ouais, il admet qu'il s'est perdu, il admet qu'il a été submergé, qu'il n'a pas su et n'a pas pu raconter tout ce qu'il voulait, et la vérité c'est que c'est bête quoi, c'est bête pour lui. Jujutsu Kaisen a captivé des millions de lecteurs, et même avec ses incohérences, même avec ses trous scénaristiques, avec ses frustrations, il a malgré tout marqué, plus ou moins, l'histoire du shonen moderne. Et je compte aussi, effectivement, sur l'adaptation animée de MAPPA pour lisser au moins quelques défauts du manga. Améliorer certaines transitions, ajouter peut-être des moments cruciaux pour les personnages, enfin, je sais pas quoi, voilà. On verra bien, mais en tout cas, voilà, pour répondre à la fameuse question du début de vidéo, c'est-à-dire est-ce que Jujutsu Kaisen est le digne héritier de Hunter x Hunter, voilà, bon, je pense que je vais pas répondre à la question, parce que vous l'avez déjà. Alors voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, likez la vidéo si elle vous a plu, prenez soin de vous, et à la prochaine.